Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Mon invité, Hugues Perrinet-Marquet, est professeur émérite en droit privé de l'université Panthéon-Assas, où il enseigne le droit de l'immobilier, le droit de la construction et le droit de l'urbanisme. Il est également président du CNTGI et l'auteur de bien des articles de doctrine. J'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui dans le cadre d'une série de podcasts que nous consacrons à la loi de 65 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. C'est un texte fondateur qui fêtera bientôt ses 60 ans et sur lequel certains s'interrogent. Bonjour Hugues Perrinet-Marquet. Bonjour madame. Dans la revue de la semaine juridique en 2019, vous aviez indiqué aux journalistes être un juriste réaliste. Appliqué au monde de la copropriété, qu'est-ce que cela veut dire que d'être un juriste réaliste ? Un juriste réaliste, c'est un juriste qui essaye toujours de partir du concret et d'arriver au concret. Oui. C'est-à-dire de voir à partir de quelles difficultés pratiques le droit peut venir donner des solutions et essayer d'avoir des solutions qui soient les plus pragmatiques possibles. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas un théoricien du droit, enfin du moins, c'est pas mon objectif premier. Et quand on parle du monde de la copropriété, c'est évidemment extrêmement important que de rester dans Absolument. d'être pratique. C'est un monde tout à fait pratique et pragmatique et il faut donc le prendre aussi. tel quel. Oui. Oui. Justement, si on évoque cette loi de 1965 dont je parlais dans l'introduction, 60 ans plus tard et aussi plusieurs dizaines de modifications du texte plus tard, quelle analyse faites-vous du texte dans sa version actuelle ? C'est très compliqué parce qu'en fait, on peut dire qu'on a gardé certains des fondamentaux de la loi de 65 et en même temps, on l'a profondément modifié sur un certain nombre de points. Alors tout d'abord, bien sûr, on a augmenté considérablement sa densité, oui. puisqu'on a multiplié, aujourd'hui ça doit être par 7 ou par 8, le nombre de lignes initiales du texte, qui n'est pas du tout négligeable. Et puis, en plus, on a changer quelques axes forts. Notamment, l'idée de départ, c'était que tous les copropriétaires devaient prendre le plus possible eux-mêmes toutes les décisions. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quand même assez compliqué. Et donc, on a réduit progressivement, par exemple, les règles de majorité de plus en plus, ce qui fait que cet aspect, qui devait être un aspect communautaire de la gestion de l'immeuble, tend à s'effacer un peu plus. Mais alors, justement, l'idée de départ, c'était d'avoir un texte simple et clair sur lequel les praticiens pouvaient aussi s'appuyer pour faire leur travail de façon sereine, sécurisée aussi, et puis pour que les propriétaires, copropriétaires aient la main sur la chose, si je peux m'exprimer comme ça. Quel effort faudrait-il pour revenir à un texte plus simple et clair, et est-ce que c'est possible ensuite ? Vous savez, simplifier la loi, oui. C'est un petit peu comme remettre la pâte de dentifrice dans le tube. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est à peu près impossible. Et sauf une volonté politique très forte. Et puis une volonté unanime, je dirais, de tous pour aller dans ce sens-là. Or, on s'aperçoit que ces conditions sont rarement réunies. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de simplification, c'est toujours 50 mesures, 100 mesures, etc., mais qui portent sur des petits points. Et en réalité, on ne remet jamais en cause la globalité du système. Et donc, si on veut vraiment simplifier le droit de la copropriété, revenir à la loi de 65, il faudrait quand même supprimer quasiment 80% des textes actuels. Donc ça demande un effort conceptuel qui est très important, avec toujours des effets de bord qui peuvent être aussi non négligeables. Donc il faut le faire avec pragmatisme. Et surtout, je ne vois pas très bien aujourd'hui quel pouvoir politique prendrait le risque de le faire avec le travail que ça représente. Pour autant, le monde de la copropriété, je pense pouvoir le dire, est en difficulté. Des professionnels soumis à des tâches toujours plus importantes, des copropriétaires qui ne comprennent pas forcément quel est le rôle de chacun. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Est-ce qu'il faut réécrire un texte qui soit conforme au monde de la copropriété actuelle, si on ne peut pas le modifier et le toiletter ? Alors, on pourrait effectivement réécrire complètement, mais le réécrire dans un but de simplification. Alors, c'est pas impossible.
Il se trouve que j'ai participé avec d'autres à la réécriture du Code de la copropriété d'Île Maurice. Et on a fait un texte qui est beaucoup plus simple que le droit français et qui apparemment marche bien à l'île Maurice où justement ils essaient de développer les copropriétés. Donc ce ne serait pas impossible, mais je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui une volonté très forte de l'ensemble des partenaires, et je le vois au CNTGI, où la simplification n'est pas l'axe majeur, même si tout le monde le souhaiterait. Mais quand on rentre dans le concret en se disant comment on va simplifier et qu'est-ce qu'on va supprimer, là, c'est plus compliqué. Alors, quelles sont alors les dispositions les plus problématiques en ce moment, selon vous ? Je ne crois pas qu'il y ait de dispositions qui soient plus problématiques que d'autres. C'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble de complexités. On a rajouté, toujours des institutions nouvelles. On a développé le rôle du syndic. On a complexifié les règles de majorité. On a complexifié les règles de paiement des charges. On a créé des nouvelles règles qui sont liées au diagnostic de performance énergétique, au diagnostic de travaux, etc. Bon, tout ça, c'est une suite de choses qui a considérablement aggravé la situation, et c'est difficile de dire. Il y en a une parmi d'autres qui est plus ennuyeuse que les autres. Non, c'est vraiment un ensemble global. Et peut-être aussi pourrions-nous évoquer la digitalisation. Je pense par exemple au vote à distance qui a rendu tant de services et qui pourtant commence à être décrié puisque avec le vote à distance, les copropriétaires prennent encore moins part à la vie de la copropriété. Oui, effectivement, je pense que c'était une bonne idée au moment du Covid. Oui. Et donc ça a rendu les services qu'il fallait au moment du Covid. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce vote à distance soit idéal, parce que il est quand même important que les copropriétaires s'approprient la gestion de leur immeuble, et donc la présence à l'Assemblée générale est quand même un moment important. Alors bien sûr, à distance, on peut le faire en visio et participer, mais c'est pas exactement la même chose. Et en tous les cas, les votes par correspondance, c'est assez réducteur, puisque on ne peut voter que sur ce qui a été prévu dans l'ordre du jour, et si l'ordre du jour est modifié, si le sens du vote est modifié, le vote devient impossible. Donc ça, je crois que c'est un peu problématique. Alors, il faut concilier, je dirais, la modernité, et notamment, c'est vrai que le fait que les convocations puissent être envoyées par électronique, c'est évidemment une source de simplification considérable pour tout le monde. Après, il ne faut pas tomber dans l'utilisation massive des nouvelles technologies dès lors que ça déshumanise complètement la vie en copropriété. Et justement, cette question de la déshumanisation paraît centrale, en fait, puisqu'on comprend qu'il faudrait ramener les copropriétaires dans leur copropriété, si je peux dire les choses ainsi. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour remettre un peu d'esprit de 65, où les copropriétaires sont plus actifs? C'est difficile de trouver une recette simple, sinon on l'aurait trouvé depuis longtemps. Je pense que la copropriété telle qu'elle est vécue à la française, elle a été conçue d'abord au départ pour de petites copropriétés, relativement petites, et donc transposer les règles à de grandes copropriétés, on voit bien que ça ne marche pas, et c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui des scissions, des volumes, etc. Après, on ne peut pas aller convaincre les copropriétaires de s'intéresser à la vie de leur immeuble. Ça, c'est compliqué. Alors, vous me pardonnerez peut-être la question suivante, mais est-ce que finalement le droit, c'est la réponse à tous les maux de la copropriété actuelle? Non, bien sûr que non. De toute façon, le droit n'y a jamais la réponse à tous les maux d'une société. Oui. D'abord parce que dans une copropriété, il y a des facteurs, je dirais, personnels, sur lesquels le droit, évidemment, ne peut pas influer. S'il y a des copropriétaires qui se détestent, ça pollue quand même un peu la vie collective, et ça, le droit, il ne peut pas grand-chose. Et puis, il y a aussi un élément central de la vie des copropriétés qui est l'argent. Et donc, le droit, il n'a pas d'impact sur l'argent. Il peut flécher l'argent, mais je veux dire, il ne crée pas de richesse, le droit. Contrairement à ce qu'on croit généralement, il ne crée pas de richesse. Il peut créer éventuellement de temps en temps de la pauvreté. Il peut flécher la richesse, mais il ne rendra pas plus riche un copropriétaire qui n'a pas les moyens de payer ses charges, par exemple. Et oui. On peut donc en venir au sujet suivant, et
Et il vient à point puisque la copropriété se trouve à un moment de bascule puisqu'elle doit s'engager dans le mouvement de la rénovation énergétique. Alors, est-ce que le droit de la copropriété va pouvoir accompagner et sécuriser ce mouvement, peu ou prou ? Oui et non. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aider à sécuriser le mouvement, mais la question fondamentale ici est une question financière. Elle n'est pas une question juridique. La question fondamentale, c'est combien coûte la rénovation énergétique et est-ce que les copropriétaires sont prêts à mettre cet argent et est-ce qu'ils ont l'argent pour le faire. Donc, s'ils n'ont pas l'argent et qu'ils ne sont pas prêts à le faire, il est évident que ça pose quand même des questions redoutables parce qu'on va se retrouver avec des copropriétés qui vont être en difficulté ou qui n'auront pas de travaux et donc qui vont se retrouver en mauvais diagnostic. Alors, on voit bien aujourd'hui que le législateur a plutôt tendance à reculer un peu, ne serait-ce aussi que parce qu'il s'aperçoit que la fiabilité des diagnostics est quand même source de préoccupation. On pourrait aussi imaginer que des copropriétaires contraints de vendre leurs biens parce qu'ils ne peuvent pas rénover sont aussi privés de leur droit à la propriété, ou c'est aller trop loin ? Ils ne sont pas privés de leur droit à la propriété, ils sont privés d'une partie de la valeur de leur propriété. Mais ça, c'est une question, je dirais, quasi philosophique du droit. Ici, le législateur, lorsqu'il a imposé les diagnostics, il a décidé de faire perdre mécaniquement à des biens immobiliers une partie de leur valeur. Voilà. Et donc, c'est un choix du législateur. Et on voit bien que les décotes peuvent être très importantes. Il y a eu une étude récente sur les maisons, qui est variable selon d'ailleurs les lieux, mais qui n'est pas du tout négligeable. D'où l'importance d'avoir un bon diagnostic, d'où le risque de diagnostic de complaisance. Peut-on terminer cet entretien en évoquant les professionnels, les syndics ? Certains, désormais, ont libéré une certaine parole et ils livrent très simplement et très facilement leurs difficultés au quotidien pour gérer les copropriétés, non seulement pour la rénovation énergétique, mais aussi tout simplement la gestion sociétale en fait, de cet ensemble. Certains, justement, forts de ces constats, demandent la création d'un ordre des syndics. Qu'en pensez-vous ? Et c'est une question qui est sur la table. Il y a donc une commission qui s'est réunie au CNH sous la présidence de M. Buzicazo là-dessus. Je ne sais pas quelles sont leurs conclusions. Est-ce que l'ordre sera la bonne réponse ? On peut se poser la question. Soit, ce qui est certain, c'est qu'il y a besoin, je crois, d'un organe, et les professionnels en sont conscients, de régulation des professions, parce qu'on voit quand même un certain nombre de choses qui peuvent être parfois préoccupantes, même si elles sont très minoritaires. Et donc, à partir de là, soit on renforce le rôle du CNTGI, et notamment la commission de contrôle qui devait être mise sur pied ne l'a jamais été pour des raisons diverses, soit, effectivement, on fait un pas de plus et on crée un ordre professionnel. Mais on parle, j'ai entendu parler qu'il pourrait y avoir un ordre professionnel pour les diagnostiqueurs. Si on en fait un pour les diagnostiqueurs, je ne vois pas très bien pourquoi on n'en ferait pas un pour les syndics. Donc, après, ça, c'est un choix politique du législateur. Parce qu'un ordre professionnel, c'est aussi quelque chose de plus lourd à gérer, qui implique des financements non négligeables de la part des professionnels. Avec l'avantage quand même de la discipline, mais par ailleurs aussi quelques désavantages, notamment vous le parliez, l'aspect financier, la gestion, et puis peut-être aussi ce fameux contrat de syndic, le fameux contrat tout sauf, où si on allait vers un ordre, certains disent que cela impliquerait une grille tarifaire beaucoup plus stricte. Je ne suis pas sûr que les deux soient complètement liés, parce que il y a bien des ordres où les honoraires sont relativement libres. Donc, c'est une de leurs craintes, en fait. Mais on le voit chez les avocats ou chez les experts comptables. Oui, mais justement, chez les avocats, les honoraires sont libres. C'est pas les mêmes dans certains cabinets parisiens et des avocats de province. Et l'ordre vérifie simplement que les honoraires sont pas excessifs, mais pas excessifs, non pas d'un point de vue égal pour tous. C'est aussi par rapport au type de cabinet, au type de prestation, etc. Donc, on peut très bien
concilier, je crois, les deux. C'est pas pour moi le souci principal. Non, je crois que le souci principal, c'est faire marcher cet ordre professionnel. Est-ce que les pouvoirs publics seront d'accord pour avoir une structure de plus à gérer et animer? Et puis, de ce fait aussi, la loi Hoguet qui sera peut-être amenée à évoluer, ce qui est quand même un immense projet, peut-être même plus important encore que celui de modifier la loi de 65. Oui. Alors, en même temps, il y avait eu, il n'y a pas très longtemps, de la part de la DGCCRF, une volonté de déréglementer les syndics. Donc, comment concilier une volonté de déréglementer et les mettre dans un ordre? Ça, c'est quand même aussi une question qu'il faudra trancher, mais ça, c'est le pouvoir politique qui la tranchera. Et peut-être aussi vous, à pouvoir conseiller les uns et les autres. Écoutez, beaucoup de travail. Le pouvoir politique prend seul ses décisions, alors il écoute les avis, effectivement, mais c'est lui qui décide. Oui, bien sûr. C'est le moment de terminer cet entretien. Je vous remercie d'être venu au micro pour partager votre connaissance de ce texte et aussi de l'environnement de copropriété. Et puis à vous qui nous écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.